Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Mali, Ahmed Al-Faki Al-Mardi a plaidé coupable devant la CPI. Il est accusé de crimes de guerre pour la destruction de mausolées à Tombouctou. En République démocratique du Congo, vous le verrez, début des travaux du comité préparatoire au dialogue politique ce mardi 23 août à Kinshasa. Et puis au Gabon, enjeu de la répartition des richesses et de la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux. Objectif impératif pour le pays. Ouverture ce lundi 22 août 2016 du procès d'Ahmed Al-Faki Al-Mardi à la Cour pénale internationale. Accusé de crimes de guerre au Mali, il a plaidé coupable au premier jour de son procès où il comparait pour la destruction de mausolées classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Deogracias Podo. Accusé d'avoir organisé en 2012 la destruction des mausolées de la ville de Tombouctou, au Mali, le djihadiste Ahmed Al-Faki Al-Mardi a plaidé coupable ce lundi 22 août 2016 devant les juges de la Cour pénale internationale. Il a reconnu avoir détruit un patrimoine culturel de l'humanité et fait également l'objet de plaintes pour crimes contre l'humanité, viol, torture et emprisonnement. Avec cette reconnaissance des faits qui lui sont reprochés, le Touareg espère une condamnation moins lourde. L'accusation, en accord avec la défense, compte demander une peine d'emprisonnement comprise entre 9 et 11 ans. C'est la première fois que cette Cour peut défendre le patrimoine culturel d'une communauté, lui reconnaître sa véritable importance et contribuer à lutter contre le fléau qui le touche et qui est trop souvent le prélude aux pires exactions contre les populations. Selon les juges de la Cour pénale internationale, le procès devrait durer environ une semaine, mais la condamnation sera prononcée à une date ultérieure. Ahmed Al-Faki Al-Mardi a déclaré avoir été au moment des faits sous l'emprise de certains leaders des groupes islamistes Al-Qaïda et Ansar Dine. Plusieurs autres djihadistes devraient aussi comparaître devant la Cour pénale internationale pour répondre aux crimes commis entre 2012 et 2013. Pour les autorités et les acteurs de la société civile malienne, les enquêtes doivent se poursuivre car les populations au nord du pays demeurent encore sous l'emprise des mouvements terroristes. Les crimes qui ont été commis et qui se commettent toujours dans les régions du nord du Mali ne se sont pas limités à des attaques contre notre patrimoine culturel. Plusieurs personnes, dont des femmes et des enfants, ont été victimes de crimes graves par des groupes armés. Ahmed Al-Faki Al-Mardi est le premier accusé à reconnaître sa culpabilité dans l'histoire de la Cour pénale internationale. Pour de nombreux Maliens, ce procès va bien au-delà du symbole. Dans l'attente du verdict, ils espèrent surtout que la paix reviendra dans le nord de leur pays, en proie à des attaques des groupes armés et terroristes depuis 2012. Après plusieurs reports, les travaux du comité préparatoire au dialogue politique congolais ont été lancés ce mardi 23 août. C'est à Kinshasa que le facilitateur Edem Kodjo a invité les Congolais à s'unir pour la réussite de ces travaux. Jacques Omboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. Le dialogue politique inclusif se prépare en République démocratique du Congo. Sous la direction de l'ancien Premier ministre togolais, les travaux du comité préparatoire à ces assises ont été lancés ce mardi 23 août 2016 à Kinshasa. Edem Kodjo, entouré des représentants de l'Union africaine, des Nations unies, de l'Union européenne, de la SADC, s'est félicité du lancement de ces travaux, tout en regrettant l'absence de ceux qui n'ont pas répondu à l'appel. Comment ne pas se réjouir que le dialogue longtemps espéré, toujours reporté, s'ouvre enfin dans cette cité de Kinshasa, mais comment ne pas souligner pour le regretter que la famille congolaise ne soit pas entièrement réunie dans la maison commune. Les portes largement ouvertes de notre enceinte sont prêtes à accueillir à tout moment nos frères encore absents, à qui nous tendons les pommes ouvertes de la fraternité. Alors que beaucoup dans la salle ont salué les discours du facilitateur, quelques acteurs politiques ont exprimé leur mécontentement à l'endroit du facilitateur. Kodjo est générateur de conflits, c'est un accélérateur des inégalités. Il ne mérite pas d'être là. Il a pris son groupe du bureau pour les faire les représentants de la société civile. Alors que nous étions là, nous avons tout fait. On a envoyé des messages de paix. C'est grâce à nous que ces pays
pays persiste encore. Le dialogue politique en RDC représente un enjeu majeur pour l'avenir de ces pays dans un contexte de préparation du scrutin présidentiel. Donc la machine aujourd'hui est en marche. Et aujourd'hui, vous avez remarqué, les trois parties prenantes au dialogue étaient présentes. La société civile, la majorité présidentielle et l'opposition. On peut regretter l'absence d'une frange de l'opposition, mais cette absence ne porte pas atteinte à l'inclusivité du dialogue. Les travaux du comité préparatoire au dialogue sont lancés alors que le rassemblement de l'opposition a appelé à une ville morte ce mardi. Un appel suivi en partie par les habitants de la capitale. Le Parlement libyen installé à Tobrouk a refusé ce lundi d'accorder sa confiance au gouvernement d'union nationale, GNA, formé sous l'égide de l'ONU et installé à Tripoli depuis mars 2016. Samuel Gambak. Le Parlement libyen refuse de voter sa confiance au gouvernement d'union nationale. Pour la deuxième fois en moins d'un an, l'Assemblée de Tobrouk rejette le gouvernement formé sous l'égide de l'ONU. L'Assemblée reconnue par la communauté internationale entretient depuis plusieurs mois des relations difficiles avec les Nations Unies et l'exécutif national. Installés à Tobrouk à l'est du pays depuis l'été 2014, les parlementaires n'ont pas réussi à voter leur confiance aux gouvernements respectifs. Le premier rejet formulé par la représentation nationale date du 25 janvier 2016. Les statuts exigent, quand il y a une réunion parlementaire, dans tous les pays, mais en particulier en Libye, que l'ordre du jour soit arrêté par le bureau avant la réunion. À aucun moment, les opposants n'ont inscrit à l'ordre du jour la demande d'un vote de non-confiance au gouvernement. Donc ce n'était pas l'ordre du jour. Cela donne l'impression que l'unité nationale libyenne n'est pas facile à réaliser et qu'elle est peut-être même en danger. Et ceci n'est pas vrai. L'Assemblée libyenne compte 198 députés. Sur les 101 parlementaires présents, 61, en plus du président Aguila Saleh, ont voté contre la motion de confiance. Un seul député s'est exprimé en faveur de l'actuel gouvernement, formé en mars 2016, et 39 ont manifesté leur neutralité. Une situation qui complique de plus en plus les possibilités de sortie de crise dans le pays. On sait bien que maintenant, le vote de confiance du gouvernement devient un atout de bataille entre le Parlement et le Conseil gouvernemental. Et malheureusement, maintenant, l'accord de Skhirat, ça devient une bataille entre les deux protagonistes, c'est-à-dire le Parlement à Tobrouk et le Conseil gouvernemental à Tripoli. Et le vrai bataille maintenant, c'est sur le contrôle des champs de pétrole et des ports de pétroliers à la croissance pétrolière libyenne. Donc, malheureusement, pour les prochains jours, s'il n'y a pas d'intervention de la part de la communauté internationale pour calmer les deux camps, ce sera un conflit armé au bout de contrôler la richesse pétrolière du pays. Le gouvernement d'union nationale de janvier 2016 est issu d'un accord politique parrainé par l'ONU. Cet accord avait été signé le 17 décembre 2015 à Skhirat, au Maroc, entre des factions issues des deux principaux blocs politico-militaires, dont l'affrontement a plongé en 2014 le pays dans une guerre civile. Le Rwanda devient membre de l'Union africaine des télécommunications. D'après Jean-Philbert Nsengimana, le ministre rwandais de la jeunesse et des technologies, de l'information et de la communication. Le pays a ratifié la semaine dernière le projet de loi portant sur son adhésion au sein de l'institution. Cette ratification permettra donc au Rwanda de bénéficier de tous les avantages offerts par l'UAT et à ses membres. Le Gabon est un pays à revenus pétroliers dont l'économie a été fortement touchée par la chute des cours du pétrole. Le pays doit désormais dynamiser son économie en se tournant vers d'autres secteurs afin de créer de la richesse nationale. Mais demeure également le défi de la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux qui est l'un des enjeux d'importance du pays. Gladys Mwamba. Répartition des richesses et lutte contre la corruption au Gabon. L'économie gabonaise repose essentiellement sur l'exploitation pétrolière et l'exportation de matières premières.
Ces deux secteurs contribuaient en 2013 à 46% du PIB, avec 44% pour le seul secteur pétrolier et 2% pour celui des mines. La répartition des richesses fait partie des principaux défis du pays, au même titre que la réduction de la pauvreté qui touche encore un Gabonais sur 3 et le niveau de chômage élevé. C'est un secret pour personne que les revenus, la richesse nationale est très mal distribuée au Gabon. Il y a 33% de la population gabonaise qui vit en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire au niveau du Gabon avec à peu près 45 500 francs par jour. Quand on regarde la structure du monde du travail au Gabon, la fonction publique à elle seule emploie 61% des actifs au Gabon. 61%, c'est-à-dire qu'il y a plus de personnes employées par l'État que par le secteur privé. La masse salariale du Gabon pèse sur les finances publiques. Investir dans le secteur privé s'avère désormais nécessaire. La valorisation du travail permettrait une redistribution équitable des richesses du pays pour éviter le détournement des fonds publics. Une mission menée par la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite. La lutte contre la corruption, directeur général, et Aruna Bako, directeur général adjoint, ce mardi 23 août 2016. est un fléau mondial. En 2009, le Gabon est 97e a pour objectif d'améliorer le taux de croissance économique du Cameroun par la mobilisation des ressources endogènes, souvent peu exploitées. Sur cette histoire de commission nationale contre l'enrichissement illicite, qui a été mise en place en 2003, à l'époque j'étais membre du Conseil économique et social, et nous avions envoyé un avis au chef de l'État et au chef du gouvernement déjà en second temps. En 7 ans, cette commission aurait traité une centaine de dossiers, et il y en aurait 4 en cours, 14 qui ont été rejetés, pas de preuves, pas d'éléments de preuve, et il n'y en aurait que 4 qui seraient en voie d'aboutissement au bout de 7 années. Donc, franchement, avant de nous demander de leur envoyer des cas, des plaintes, il faut déjà qu'ils démontrent leur efficacité et leur détermination à faire aboutir les preuves. Même pas un seul dossier abouti en 7 ans. L'efficacité de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite divise l'opinion gabonaise. La diversification de l'économie dans la création de la richesse nationale et la lutte contre la corruption devraient faire partie intégrante de la politique adoptée par le nouveau chef de l'État élu à l'élection présidentielle du 27 août 2016. Sachez que dans le cadre de cette présidentielle gabonaise, Africa 24 a déployé un dispositif exceptionnel afin de vous faire vivre cet événement. Retrouvez donc chaque jour jusqu'au 26 août en direct de Libreville au Gabon 2 émissions spéciales. Un premier rendez-vous axé sur les grands enjeux du Gabon avec comme thème du jour l'intégration sous-régionale présentée par Thierry Ongogang à partir de 19h15 GMT et un second rendez-vous cette fois pour un débat animé par Marie-Angèle Touré à partir de 20h30 GMT et avec pour thème le défi de l'emploi. Au Cameroun, une nouvelle équipe à la tête du complexe industriel-portuaire de Kribi. Par décret présidentiel, le chef de l'État, Paul Biya, a désigné Jean-Paul Simo, président du conseil d'administration, Patrice Barthélémy Mellom, directeur général, et Aruna Bako, directeur général adjoint. Ce mardi 23 août 2016, étalé sur une superficie de 26 000 hectares, le complexe de Kribi a pour objectif d'améliorer le taux de croissance économique du Cameroun par la mobilisation des ressources endogènes souvent peu exploitées. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.